Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de personnes font la différence et maintiennent le filet social en place pour aider les communautés plus vulnérables. Vous êtes sur le point de les découvrir et de plonger dans un monde où des gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Des gens avec un cœur grand comme le monde et qui contribuent à changer le monde. Ici Chantal Doré, bienvenue à la 3e saison de Héros Anonymes. Bonjour à vous, chers auditeurs. C'est un plaisir de vous savoir à l'écoute, que vous nous écoutiez en direct de Canal M ou de CKVL ou encore via l'une de nos nombreuses plateformes de balado-diffusion. Ma première invitée me touche particulièrement car l'organisme qu'elle a fondé à Longueuil a d'abord pris racine en Haïti, un pays qui m'a profondément marqué lors de ma visite il y a quelques années. Césuma est d'abord né en 2008 à Limonade, oui, c'est le nom de la ville dans le nord d'Haïti, où d'ailleurs la fondatrice Chrismène Joseph est née. Et Chrismène a ensuite choisi le Québec comme pays d'accueil et a décidé de poursuivre son œuvre sociale à Longueuil, car elle a constaté que malheureusement la pauvreté, ça existe partout. Bien sûr, c'est une pauvreté bien différente, mais partout où elle va, Chrismène Joseph est sensible à la justice sociale. Le dévouement de cette femme envers les plus démunis sera certainement vous inspirer et nous avons le bonheur de recevoir également le directeur général de Césuma, Marc Gemsley. En deuxième partie des Héros Anonymes, on reçoit Jeanne Dignard des Amis de l'Amateur qui offre du répit aux proches de personnes âgées, surtout je dirais, dans le troisième âge, du troisième âge, des personnes malades également, mais surtout des activités pour maintenir leur créativité, leur motricité fine et leur faculté cognitive. L'implication sociale de Jeanne Dignard m'a également interpellée, entre autres par cette phrase lue dans le dossier de presse. « J'ai déjà essayé de sauver la planète et ça m'a rendu malade. Et maintenant, j'essaie d'aider une personne à la fois. » Je voudrais certainement explorer ces sages paroles avec Jeanne lors de notre deuxième discussion en deuxième partie. Une courte pause et on accueille en studio Chrismène Joseph et Marc Gemsley de l'organisme Césuma. Chrismène Joseph et Marc Gemsley, qui sont tous deux en studio avec moi, viendront vous raconter une histoire fort touchante. D'abord, c'est celle de la fondatrice de Césuma qui a fondé l'organisme en Haïti, à Limonade, où elle est née, et qui ensuite, au moment où le Québec lui a ouvert les bras, vu que la pauvreté, il y en avait partout, elle a décidé de continuer l'œuvre de Césuma qui avait pris racine en Haïti pour, dans le fond, lui donner, je ne vais pas dire une seconde vie, mais une nouvelle vie à Longueuil. Donc, elle viendra nous expliquer tout ça. Et le directeur des activités communautaires est également présent. Donc, je vais leur demander de se présenter. Chrismène? Oui, moi, c'est Chrismène Joseph, fondatrice et présidente de CA de l'organisme Césumas à Longueuil. Bonjour Chantal, moi c'est Gemsley Marc, directeur des activités communautaires de l'organisme Césumas à Longueuil. Merci d'être avec nous et peut-être, Chrismène, nous raconter d'où ça a pris source, tout ça. Donc, vous êtes né en Haïti. À quel moment vous avez choisi le Québec comme terre d'accueil? C'était en 2012. 2012? Oui, j'avais choisi le Québec comme terre d'accueil. Oui. Et comment le Césuma est né en Haïti? Bon, c'est à travers mon parcours avant, dans le cadre de mon travail sur le terrain, dans le cadre d'aider les personnes démunies, à travers plusieurs d'autres organismes que j'ai travaillé avant. Et j'ai vu que c'est nécessaire de créer une institution avec mission de soutenir la sécurité sociale parce que il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment abandonnées dans les zones éloignées. Et comme c'est dit en créole, il y avait un livre en Haïti, j'aime vraiment bien, qui s'est dit « Côté qui pas gain docteur ».
Alors, ça m'a inspiré que c'est pas seulement côté qui pas gain docteur. Alors, côté qui pas gain docteur, Qu'est-ce que ça veut signifie? dire là où il n'y a pas de médecin pour sauver les gens. Et puis, j'ai dit, c'est pas seulement le médecin qu'on a besoin dans les zones éloignées, mais on a besoin aussi une structure pour aider ces personnes-là qui sont abandonnées toutes seules et dans les zones éloignées. Et c'est là que j'ai pris l'initiative pour créer Césumas, et avec beaucoup d'autres jeunes qui étaient vraiment motivés à contribuer à cette œuvre pour qu'on puisse commencer. C'était vraiment une réussite pour nous dans notre œuvre là-bas. Comment vous la décririez, cette réussite? Qu'est-ce que vous avez réussi à faire à Limonade? Oui, c'est à Limonade, mais Césumas n'était pas seulement resté pour desservir la communauté de Limonade. Avant d'arriver au Québec, Césumas a atteint beaucoup de départements, environ 5 départements à trouver de soutien de Césumas pendant notre parcours en Haïti. Et on va parler un petit peu plus tard de la transposition à Longueuil, mais ça serait intéressant quand même, tant qu'à vous avoir avec nous, d'essayer de comprendre les modèles de pauvreté en Haïti ou à Longueuil, parce que quand j'écoutais votre entrevue avec Catherine, vous disiez à Longueuil, il y a des gens de faibles revenus. En Haïti, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de revenus du tout. Donc, juste un peu pour nous brosser la différence entre les deux types de pauvreté. Oui. Alors, d'après mon constat et mon entrevue avec Catherine, alors j'ai fait la différence, et c'est vraiment réel pour moi, entre la pauvreté de Longueuil et la pauvreté en Haïti. La pauvreté en Haïti, c'est que 70% de nos jeunes sont des personnes non seulement étudiées, préparées professionnellement, qui ont vraiment motivé à travailler, mais malheureusement, il n'y a pas de création d'emplois, pas de développement, il n'y a rien, aucun encadrement, alors ça causerait que c'est la pauvreté totale. Ils vivent seuls, ils sont délaissés toutes seules, et c'est grâce à des personnes qui vivent à l'étranger, alors ça s'appelle la diaspora, qui soutenait ces gens-là en Haïti, et pour eux-mêmes, il n'y a aucun soutien de gouvernement ou autre chose pour vivre, alors c'est la pauvreté totale. Et si j'ai parlé pour les jeunes, alors pour les autres personnes qui sont plus âgées, c'est vraiment difficile, une vie difficile en Haïti. Mais pour Longueuil, il y a des gens à faible revenu parce que tout le monde a un revenu à Longueuil. Alors, c'est ça la différence. Bien, justement, vous nous amenez un peu sur la notion du soutien de l'État. Donc, il n'y a pas de soutien de l'État du tout en Haïti? Pour moi, même l'État a besoin de soutien. Je vous écoute, Chrismène, Marc, puis j'ai eu l'occasion de passer une semaine en Haïti. C'est tout petit, une semaine, c'est rien, mais c'est un pays qui m'a profondément marquée, dans lequel j'ai beaucoup ri, j'ai beaucoup pleuré, j'ai été ébahie par la résilience des gens, par la capacité à foncer malgré tout, aussi la vie communautaire, mais en même temps, puis on va en parler un peu plus tard parce que j'ai envie de comprendre, j'avais l'impression que des fois, il y avait certaines solutions, puis c'est en même temps tellement facile de nos yeux, de Canadiens qui ont toujours vécu ici, puis de Canadiens blancs, de dire voici ce qui devrait être fait ou pas fait, mais je me disais, en vous écoutant votre histoire, vous n'avez pas baissé les bras, puis vous avez décidé de faire quelque chose. C'est ça que je trouve extraordinaire. C'est comme si vous n'avez pas vu ça comme un abattement. Vous vous êtes dit, il faut faire quelque chose. C'est beau. Oui, effectivement, parce que devant la situation, ça prend des personnes motivées et cette personne devrait vraiment n'ait pas peur d'affronter toutes les difficultés pour apporter une solution. Et quand vous allez vraiment retracer la bonne stratégie et contacter des bonnes personnes, et ce sera très facile. Mais parfois, c'est difficile, c'est pour des gens qui ne prennent pas de temps pour bien contrôler le terrain, faire réaliser de bonnes études milieux et comprendre là où vous devriez commencer et là où vous devriez arriver. Alors, c'est ça, moi, j'avais vraiment pris le temps qu'il faut pour contrôler et calculer comment je vais travailler pour atteindre nos objectifs. Et au cours de la route, jusqu'à présent, j'ai une équipe solide en Haïti qui travaille avec moi. Qui sont toujours actifs. Oui. Puis vous réussissez à être encore toujours impliqués. Toujours. Oui. Wow. Oui.
Mais ce que je comprends, c'est que vous avez fait une bonne lecture du terrain. Oui, parce que durant mes expériences en Haïti, et parce que c'est pas quand j'ai commencé avec l'organisme Césuma, j'ai commencé à travailler en Haïti. C'était depuis le début, grâce à mes initiatives et grâce à la mission Missivi à ONU, que j'avais passé un temps en tant que formatrice en droits humains. Ça m'a donné la chance d'aller dans plusieurs zones et puis comprendre la réalité, les mentalités pour que je puisse démarrer avec les objectifs pour aider le pays. Marc, est-ce que vous êtes originaire d'Haïti également? Oui. Vous avez vécu aussi là? Vous êtes né ici? J'ai étudié jusqu'à l'université. J'ai travaillé pendant 10 ans en Haïti. Je suis arrivé au Québec en décembre 2017. Donc, c'est tout nouveau, là. J'ai pas trop de temps ici, mais j'arrive quand même à intégrer la société québécoise puis à donner mes services, mes expériences aussi, là. Donc. Qu'est-ce que vous avez vu de votre côté de différent là, entre l'œuvre de Césuma en Haïti versus ici à Longueuil? Ici, comme moi et Christine, on disait souvent, en Haïti, il y a des fusées d'idées. Donc, en Haïti, je ne sais pas si c'est à cause de notre situation vulnérable. Donc, les jeunes, ils pondent des idées. Mais ici au Québec, nous, on est des gestionnaires d'idées. Donc, nous avons un livre, nous avons une directive, puis nous, on suit le chemin. Ici, le Québec, c'est comme ça. Mais en Haïti, les jeunes, ils essaient de créer leur chemin à eux. Donc, c'est ça la grande différence pour moi, parce que arrivé en Haïti, vous allez voir des jeunes qui commencent à créer des choses, à prendre des initiatives. Puis ici, nous avons plein de capacités, mais nous avons toujours besoin d'une directive pour aller vers l'avant. Donc, c'est ça la différence pour moi. Mais c'est un peu la force, puis en même temps, le défaut de chaque modèle. Exact. Si on est dans un endroit où on a un soutien, ben c'est plus cadré, alors qu'ailleurs, où il n'y a pas de soutien, ça amène de la créativité. Et dans beaucoup de pays où j'ai voyagé, on voit des gens s'inventer des emplois à force sur le terrain qu'effectivement, ici, les gens vont passer par des organismes qui existent pour se développer un emploi au lieu de dire, ben voilà, je me lance, puis on verra ce que ça donne. Exactement. C'est ça la différence pour moi. Comment vous aimez travailler dans un modèle ou dans l'autre? Bon, moi, dans ma comparaison à moi, je suis comme de l'eau. Moi, je prends la forme du vase que me contient. Vous adaptez. Oui, en Haïti, je travaillais comme ingénieur civil. Puis arrivé au Québec, j'ai fait un détour pour travailler dans les organismes, dans l'organisation comme Césumas. Puis là, aujourd'hui, je suis gestionnaire de projet, gestionnaire en immigration, ministre des cultes. Donc, c'est comme un transfert de... Donc, j'ai jamais travaillé dans le domaine de la construction. Puis aujourd'hui, je travaille dans le domaine de soutien. Donc, c'est ça. Donc, moi, dans ma pensée à moi, on peut me mettre n'importe où, donc je vais donner des résultats. Donc, c'est pas... Vos capacités sont... Oui. Là, j'aimerais parler un peu du travail que vous avez fait à Longueuil. C'est concrètement, Césuma à Longueuil, qu'est-ce que ça fait? Bon, à Longueuil, l'organisme, ça fait déjà 5 ans que notre siège social est à Longueuil, mais avant, nous étions à Brossard. Donc, à Brossard, nous avons commencé par un centre d'hébergement pour les personnes en situation d'itinérance et santé mentale. C'était pas grand, mais la place n'était pas grande, mais l'idée était grande. Donc, c'est beau, c'est une belle nuance. Comment vous réagissez à ça, Christine, ce que Marc dit? Mais oui, ce que Marc a dit, c'est vrai. Et notre idée c'était vraiment grand, mais la place était très petite, mais pourtant nous avions arrivé à gérer même 3 ou 4 programmes activités dans la petite place qu'on avait. Malgré Marc a dit, notre première activité, c'était le centre d'hébergement. Oui, le centre d'hébergement, c'était l'une des activités que nous faisons
stable, mais notre première activité, c'était l'échange interculturel parce que ça n'a pas besoin de place. Et nous avons C'est dans trouvé... le cœur. Oui, parce que nous avons trouvé de places à louer, beaucoup d'autres institutions, les municipalités, et nous ont aidés à trouver des places pour faire cette... Et puis d'autres organismes aussi nous ont aidés à trouver des espaces pour donner des services aux nouveaux arrivants. Et nous avions aussi allé dans les pays étrangers, faire venir des gens pour visiter le Québec, découvrir la valeur du Québec. Et nous avons aussi fait des partenariats avec les Mascoutins. Ah oui? Oui, nous avions réalisé plusieurs activités d'échange interculturel. Et parce que c'était ailleurs, nous n'avons pas besoin de notre petite maison. Mais c'est avec notre petite maison qu'on avait vraiment établi le centre d'hébergement pour les personnes en situation d'itinérance. Donc, on parle de quoi, là? J'entendais 22 chambres qui sont disponibles? Places. 22 places? Ouais. Oui, nous avons 22 places pour le moment, mais la maison, là où nous sommes logés maintenant, peut prendre plus de places. Il y a une capacité pour agrandir, pour augmenter des places, pour accueillir plus de personnes dans les besoins. Parce que vous êtes dans un presbytère, c'est ça, hein? Exactement. Racontez-nous un peu comment vous avez réussi, parce que j'en ai entendu que c'était une église qui était destinée à la vente pour faire des condos, puis finalement, il y a eu un changement, là, un revirement de vocation grâce peut-être à votre vocation, à vous, à votre passion. Moi, je dis toujours, quand vous faites du bien, vous allez rencontrer beaucoup de personnes, beaucoup de bonnes personnes sur votre chemin. Alors, c'est ça. Quand nous avons, alors moi et Marc, avec toute l'équipe, nous pensons à agrandir notre service. Pourquoi? Parce que la petite maison que nous avions n'avait pas d'espace pour accueillir beaucoup de personnes. Pourtant, il y a un grand besoin. Parce que les gens que nous recevons, c'est des SICOM. Et c'est de SICOM de l'hôpital Charles-Lemoine et CIV de l'hôpital Charles-Lemoine. Et à chaque fois, pour que les médecins donnent soit une ordonnance ou exéater la personne devrait avoir une chambre ou une place pour aller. C'était vraiment difficile de trouver un espace pour agrandir notre rêve. Mais c'était vraiment une chance pour nous aussi. Quand j'ai vu que cette maison était allouée, j'ai dit, mais depuis 2015, j'ai cherché cette maison. Pourquoi aujourd'hui c'est alloué? Et puis, je me lance et Marc et mon équipe aussi lancent dans cette initiative pour trouver cette place pour réaliser le centre d'hébergement. Et là, nous rencontrons avec le propriétaire. Alors, c'était le nouveau propriétaire. Quand il a vu l'histoire de ces humains, ce que nous faisons, notre objectif, il est tombé en amour avec notre mission. Et il a dit, mais pourquoi pas, on n'a pas sculpté un statut avec votre image, Christman, pour avoir pensé cette chose pour la communauté. Alors moi, je m'embarque pour vous aider. Wow. C'est comme ça que nous avions eu cette... Mais il y avait une histoire cachée derrière le centre d'hébergement. Oui. Parce que nous, en tant que personnes immigrantes, arrivés au Québec, nous avons des difficultés à avoir un logement. Donc, nous n'avons pas de crédit. Oui, puis on en parle encore plus ces jours-ci. Là, c'est encore plus d'actualité. Nous n'avons pas de crédit. Nous n'avons pas de personnes qui pourraient nous garantir un bail. Donc, nous avons vu comment c'était difficile pour nous, nouveaux arrivants, d'avoir un logement. Donc, on disait, si nous, il y a cette difficulté, il y en a pour d'autres aussi. Oui. Par exemple, des gens qui ont perdu leur crédibilité, qui avaient un logement pour une situation ou d'autre, cette personne ne peut pas payer, donc... Leur crédibilité, vous voulez dire au niveau économique? La capacité de... Oui, économique. Oui. Donc... Parfois aussi, c'est que la personne a perdu son crédit pour louer une maison. Crédit, oui, c'est ça. Exactement. Donc, il y a des gens qui ont perdu leur logement pour une situation quelconque, là, on ne sait pas. Puis, ces gens se trouvent dans la rue, dans une situation d'itinérance. Donc, moi et Christman, on s'est réfléchi, on disait, puis des étudiants aussi qui arrivent ici, pour une raison ou d'autre, ils ne sont pas capables d'avoir un logement ou un colocateur pour avoir un logement ensemble. Donc, on disait, il faut penser pour ces gens
qui n'ont pas cette capacité. Puis c'est comme ça qu'on arrive à créer le centre. Puis après, on a constaté qu'il y a des gens qui ont des problèmes de santé mentale, qui n'ont pas de garantie de logement. Donc, il n'y a personne qui vont louer une maison à ces gens, à ces groupes de personnes. Donc, nous, on dit, bon, là, on est là pour aider. Donc, on va chercher les personnes qui ont plus de difficultés à trouver un toit. C'est ces gens de personnes qu'on va aider. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à héberger des gens qui ont des problèmes de santé mentale, des gens qui ont des difficultés ou qui ont subi des situations difficiles dans leur vie, puis ils sont pas capables de réadapter. Donc, on dit, on va prendre ces groupes, puis on va leur donner une chambre, on va les aider à reprendre leur vie, puis s'ils sont capables de retourner dans la vie normale, ils seront capables de retourner. Donc, on a des prototypes, donc des gens qu'on a vraiment changé leur vie. Donc, des gens qui arrivaient, qui étaient totalement à zéro. On a des témoignages. Puis aujourd'hui, c'est des gens qui réintègrent la société, puis ils ont une vie, ils ont un travail, ils ont leur maison. Donc ça, c'est comme ça qu'on avait commencé le travail. Puis après, la demande est tellement forte, on dit, ben, on peut pas rester dans 3 chambres, dans 4 chambres. On devrait avoir une plus grosse maison. Puis c'est comme ça qu'on est arrivé au presbytère. Puis le propriétaire, il avait acheté vraiment pour construire des condos, mais nous arrivons à le convaincre pour... De votre œuvre sociale. Mais c'est sûr, je suis un auditeur en ce moment, je me pose la question, est-ce que vous avez des subventions du gouvernement Du tout pas. Du tout pas. Ah non! Non, du tout pas. Donc, parce qu'on peut se poser la question, on accueille les immigrants ici, mais le système social... finalement, dépend de gens comme vous pour réussir leur intégration. Oui, c'est mais fou quand ils ce pensent. qui arrive, c'est que nous, on n'est pas resté tout juste pour les immigrants. Aujourd'hui, les centres qu'on a à Longueuil, là, c'est plus on a une capacité de 90% des Québécois, donc c'est tous des Québécois, donc on n'a pas c'est pas un centre pour les immigrants, donc c'est pour les personnes... Où les besoins sont. Exactement, les besoins. Surtout en santé mentale, et donc c'est ce groupe de personnes qu'on reçoit chez nous. Donc, il y a cet endroit-là de 22 chambres qui est appelé à prendre de l'expansion. J'imagine que vous servez les repas aussi? Oui. Tout inclus. Okay. Et ça vient d'où? Est-ce que vous avez une entente avec Moisson Rive-Sud? Oui. Oui. Allez-y, Christine. Oui, et nous sommes approvisionnés grâce à Moisson Rive-Sud et la table des chefs aussi. La table des chefs nous oriente à travers plusieurs donateurs pour qu'on puisse recevoir des nourritures aussi. Et il y a un camp d'été aussi pour... Oui. J'ai envie de dire, je ne sais pas si je peux dire ça, pour les timounes. Oui, les enfants. C'est bien pour les timounes. Ouais, c'est vraiment ça, une banque alimentaire aussi. Donc, on dessert, on donne de la nourriture à des familles en situation de vulnérabilité. Donc, chaque semaine, environ 70 personnes reçoit un panier d'épicerie chez nous, puis ça coûte $5. Donc, puis il n'y a pas de jugement, il n'y a rien. Donc, n'importe qui se sentait dans le besoin, qui ne pouvait pas vraiment compléter son épicerie, pouvait passer chez nous. Puis les informations que nous, on reçoit de la personne, ils sont vraiment confidentielles, puis ça reste, c'est juste pour l'organisme. Donc, il y a la banque alimentaire tous les mercredis à partir de 14h jusqu'à 16h30. Donc, on dessert des gens. Ben, c'est Moisson Rive-Sud qui... Oui. Puis, on a d'autres partenaires comme Costco, des fois, qui nous donnent, d'autres institutions qui nous aident avec ces genres de... Et là, comment vous vous inscrivez dans cet écosystème-là à Longueuil? Parce qu'on a reçu plusieurs organismes qui justement maintiennent le filet social en place. Je pense spontanément à Chez Lise, qui a des chambres pour les personnes qui ont des enjeux de santé mentale. Donc, comment est-ce que vous vous parlez entre vous, tous ces gens-là qui aident à Longueuil? Comment vous gérez tout ça? Quand ça demande de contacter les autres pour trouver de l'aide, on se parle. Mais quand ça demande pour nous concentrer à les stratégies pour rester en vie sur le terrain, on s'est concentré à notre propre moyen pour rester en vie, pour nos services soient continués. Et est-ce que, je lisais un petit peu dans le dossier de presse là, que votre député, vous êtes venu en aide,
quelle sorte de réponse ils vous donnent face à... Parce qu'à la lumière, je m'attendrais à ce que nos représentants, nos élus aient une réflexion à faire par rapport à ça, à dire, il y a tous ces gens-là de grand cœur comme vous l'êtes, mais comment on fait? Puis vous, Christine, vous avez étudié dans le domaine, comment on fait pour réussir à structurer pour que ça ait un impact encore plus grand? Normalement, nous avons un organisme de bienfaisance communautaire. Alors, nous faisons à ce que l'équipe trouve des moyens qui s'appellent le moyen du bord pour faire avancer les choses. Mais nous ne restons pas vraiment pour que nous sommes financés par une entité pour pouvoir exister. Mais par contre, nous avons trouvé de soutien de nos élus. Moralement, techniquement, quand nous faisons des demandes, quand il y a une situation où nous avons besoin d'orientation, ils sont toujours là pour nous. Et moi, je ne peux pas dire nos élus ne sont pas répondre à nos besoins, mais dans le cadre de recherche de financement ou monter des projets, c'est notre équipe technique qui prépare des projets, qui font des démarches pour trouver des financements. Si on n'a pas trouvé de financement entre notre équipe, nous recherchons des moyens de créer des activités de financement pour financer les activités humanitaires que nous faisons. Mais j'espère que les gens à l'écoute, que ce soit des représentants d'élus du gouvernement ou des donateurs des entreprises, seront à l'écoute et souhaiteront, tout comme le propriétaire que vous avez réussi à convaincre, seront en fait touchés par votre récit, auront envie de vous aider parce que des gens qui sont dévoués comme vous l'êtes, ça nous en prend plus dans la communauté et je pense qu'on peut tout simplement minimalement vous appuyer. Merci beaucoup, Christine Joseph et Marc Gemsley d'avoir été avec nous. Donc, votre organisme s'appelle Césuma. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Donc, aujourd'hui, c'est notre cri. Le centre d'hébergement, on voulait faire une rénovation parce qu'il y a des enjeux que nous devrions résoudre dans le centre d'hébergement. Donc, on cherche des donateurs, on cherche des partenaires qui pourraient nous aider dans ce projet. Donc, c'est notre cri en ce moment parce que nous sommes vraiment dans le besoin pour une grande rénovation. Oui, parce que nous avons une épée de Damoclès sur notre tête à cause de non-conformité de ce bâtiment parce que ce n'était pas construit pour un milieu de vie, mais c'était un presbytère. Alors maintenant, nous avons vraiment besoin de soutien pour transformer cette structure à un vrai milieu de vie pour accueillir les itinérants à Longueuil. Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Chantal Doré. De retour en studio avec nos invités, Christine Joseph et Marc Gemsley de Césuma. Donc, juste avant la courte pause, on s'était laissé là, sur un cri du cœur que Marc a commencé et Christine continuait. Donc, quel est ce cri du cœur là, et à qui vous voulez parler? Aujourd'hui, nous lançons ce cri-là à toutes les personnes aimant nos services, ce que nous faisons dans la communauté. Parce qu'en ce moment, notre centre d'hébergement, il y a des défis à relever. Nous avons un escalier de secours que nous devrions construire. Nous avons commencé les études, mais ça va nous coûter très cher parce que c'est un projet allant jusqu'à 380 000 $. Donc, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons même pas un sou, mais nous croyons dans Donc, pour s'assurer d'adapter les lieux à une sécurité, parce que plus il y a de gens qui sont là, ben plus il faut être sûr d'avoir des installations sécuritaires. Exactement. Ça fait du sens. Ouais. Oui, parce que nous avons reçu plusieurs recommandations de système incendie et la ville de Longueuil pour qu'on puisse vraiment régler les non-conformités à ce qui a trait avec un coup de feu et puis un escalier de secours. Et nous avions engagé des architectes et des personnes compétentes dans le domaine de construction. Nous avons reçu non seulement le plan et puis aussi le devis pour régler la situation, mais nous n'avons pas de financement pour régler ces problèmes. Et si ce problème n'est pas réglé, c'est environ 22 personnes qui vont retourner dans la rue. Alors ça, vraiment,
nous donne beaucoup de problèmes pour que nous puissions trouver de l'aide des bienfaiteurs et des donateurs, parce que nous n'avons pas de donateurs potentiels, nous n'avons pas de financement de la mission. C'est ça, est-ce que c'est éligible à une subvention? Mais oui, parce que notre organisme, non seulement c'est un organisme de bienfaisance, mais nous avons un numéro de charité. Si des entreprises ou des bienfaiteurs voulaient nous faire de dons, et nous pourrions remettre un reçu d'impôt pour aider cette entreprise-là. Alors, c'est dans le cadre de bien pour la communauté pour que nous puissions continuer notre mission d'aider ceux qui sont dans le besoin, surtout les personnes en situation d'itinérance à Longueuil. Et le dossier de non-conformité, ça vient de la ville? La ville et le système d'incendie et le RBQ. aussi. Mm-hmm. Donc, c'est drôle, hein? C'est un peu le reflet de ce qu'on disait un peu plus tôt. J'imagine des installations comme ça en Haïti, vous n'auriez pas eu ça. Mais oui, parce que cette motivation-là pour prendre soin des personnes dans le besoin comme des personnes en situation d'itinérance, là, en Haïti, chez nous, il y a plusieurs de centres qu'on appelle la Providence. Et la Providence, nous avons beaucoup de groupes jeunes qui doivent prendre soin des gens. L'Église, la mairie doivent se mettre ensemble pour aller prendre soin des personnes qui sont hébergées dans ces Providences-là. Alors, c'est pour cette raison que nous nous sommes motivés vraiment pour prendre soin de ces gens de personnes. Mais il n'y a pas de tous ces règlements-là en Haïti. Depuis que nous avons une maison et puis nous pourrions ameubler cette maison, prendre soin des gens, c'est fini. C'est la propreté et puis nourrir les personnes. Mais ici, il y a beaucoup de règles, beaucoup de normes à respecter. Alors, nous devrions vraiment rester selon les normes. C'est pour cette raison que nous sommes vraiment dans des difficultés pour répondre aux exigences de la ville, RBQ et le système d'incendie. Ça vous fait vivre quoi, mettons, de voir que, tu sais, finalement, puis c'est normal qu'on s'assure de la sécurité des gens. Je pense que c'est une préoccupation essentielle. Ceci dit, si les gens retournent à la rue, ils ne sont pas non plus dans un contexte sécuritaire et ils n'ont plus rien pour les encadrer. Donc, oui, essentiellement, on veut aider les gens, on veut que ça se fasse dans un contexte sécuritaire, mais est-ce qu'on est face à choisir entre deux mal, entre deux difficultés? Comment on adresse ça? Si je dois faire un choix, c'est trouver des personnes comme nous qui ont pris l'initiative pour sortir ces personnes dans la rue et nous soutenir dans cette course pour trouver de financement pour régler la situation de non-conforme. Parce que moi, je ne suis pas vraiment contre RBQ, le système d'incendie et la mairie parce que nous ne voulons pas faire le bien comme des bons samaritains qui voient le problème et aller résoudre le problème pendant qu'il y a des impacts négatifs et des complications qui peuvent donner la mort par la suite. Alors, vous le faites dans une démarche raisonnable. Exactement. Oui. Alors, pour nous... De bons citoyens raisonnables, pas raisonnables, mais responsables. Responsables. Oui. Pour nous, c'est vraiment important de structurer la maison et de mettre en sécurité parce que quand vous sortez les personnes dans la rue, mais nous ne pouvons pas mettre encore la vie des gens sont en danger dans notre établissement. Alors, pour moi, il est impératif que nous trouvons de financement pour gérer cette situation. Mais aussi, aujourd'hui, par rapport à cette situation, nous ne restons pas les bras croisés. Je suis convaincue que non. Les gens, ils sont en sécurité aujourd'hui parce que nous, vu cette situation, on est obligés à dépenser plus d'énergie. Nous avons embauché plus de personnes parce qu'il faudrait qu'il y ait un gardien de sécurité qui surveille toute la nuit parce que les gens, ils fument. Donc, pour éviter, donc à n'importe moment, s'il y a une situation, puis il y a quelqu'un qui pourrait répondre. Donc, ça nous coûte beaucoup plus d'argent parce que on a la non-conformité, on doit régler ça, mais on est dans la bâtisse actuellement. Donc, la bâtisse doit être en sécurité. On a un système d'alarme installé, on a réglé certains éléments, mais le gros du travail, c'est de construire l'escalier de secours, le mur au feu pour mettre ces personnes dans la sécurité totale. Et c'est essentiel dans l'optique aussi de pouvoir agrandir. Et là, quand on parle d'agrandir, il y a votre clientèle aussi. Donc, malheureusement, la demande est de plus en plus forte, puis on le voit économiquement, ça va pas nécessairement bien. Donc, malheureusement, vous allez être destiné
à une croissance, en tout cas à avoir besoin d'être encore plus sur le terrain. Qui sont les gens vraiment qui bénéficient de vos services? Parce que on peut avoir un préjugé que c'est X, Y, Z, mais on serait vraiment surpris avec toutes les difficultés, des gens qui perdent leur appartement, le coût de la vie qui est cher. Donc, au moins de comprendre là, qui vous aidez. Notre clientèle, tout d'abord, c'est des gens qui ont des problèmes de santé mentale et itinérants. C'est des gens qui viennent de l'hôpital. On a de l'hôpital Charles-Lemoine, l'hôpital Pierre-Boucher, puis la police communautaire, puis d'autres organismes du milieu. Donc, aujourd'hui, la demande est tellement grande parce que j'ai une liste d'attente de 75 personnes. Ah oui. Donc, j'ai évité de mettre des gens sur une liste d'attente parce que c'est une liste d'attente indéterminée. Donc, on sait pas, on peut pas rappeler 75 personnes. Ouais. Nous n'avons pas de place pour 75. Mais à tous les jours, il y a des appels. À tous les jours, il y a du monde qui voulait avoir une chambre. Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure de répondre à tous ces genres de demandes. Mais notre clientèle, là, c'est SICOM, de l'hôpital Charles-Lemoine, Pierre-Boucher. Donc, c'est ça notre clientèle. Donc, alors, bien entendu, les clientèles pour le centre d'hébergement. Mais notre clientèle en général qui bénéficie de nos services, par exemple, la banque alimentaire, c'est toutes les personnes en difficulté, faibles revenus, qui sont dans la précarité, qui ont besoin de l'aide d'urgence. On est là pour les aider parce que c'est des familles vraiment dans la communauté qui sont dans les besoins. Il y a des nouveaux arrivants aussi qui sont arrivés. Ils ont besoin de l'aide pour s'intégrer, alors nous sommes là pour les aider aussi. Parce que nous avons plusieurs volets de services. Il y a le centre d'hébergement, il y a un programme de soutien d'aide à domicile, il y a Ah oui? Oui. Nous avons aussi une banque alimentaire, nous avons un programme d'échange interculturel et nous avons aussi des programmes de formation pour soutenir les personnes en éducation populaire. Et puis, pendant que nous avons accueillir les personnes en situation d'itinérance et santé mentale, nous évaluons vraiment, il y a d'entre eux, si on les encadrait, ils pourraient retourner sur le marché du travail. Et là, nous faisons un programme. Donc, l'employabilité aussi, dans un de vos programmes, exactement. il y a un programme d'employabilité. Oui. Donc, vous êtes combien pour mener à bout toute cette belle offre? 22 personnes. 22 personnes Oui. et vous n'avez pas de subvention? Non. Wow! Donc, c'est vraiment des dons de particuliers, de fondations aussi? Parfois, c'est par projet. Par exemple, il y a des propositions. Nous avons besoin de quelque chose. Nous soumettons un projet et ce projet-là est financé soit pour 10 semaines ou pour 12 semaines. Après, c'est fini. Nous ne pouvons pas continuer. Mais nous finançons par mode projet ou des financements de dons particuliers ou des subventions parfois aussi. Subventions salariales, mais maintenant, nous ne prenons pas de subventions salariales. Pourquoi? Ça réduit tellement maintenant. Mais quand nous, on est un organisme communautaire, nous disons que nous allons embaucher une personne. Et puis, Emploi Québec a dit seulement pour 6 mois. Pour 6 mois et à 60%. Là, c'est difficile pour nous de trouver le 40% manquant pour ajouter sur le salaire de la personne. Et trouver la personne qui veut venir pour 6 mois. Et puis, les critères encore, c'est très difficile parce que c'est pas facile de trouver une personne, soit avec une Canadienne ou un résidente permanente, qui ont des salaires de $30, $40 dans toutes les autres postes. Et puis, nous allons payer la personne soit un salaire minimum. Et puis, c'est pas intéressant, vraiment, c'est pas facile. Là, ça fait 2 ans que nous n'avons pas de subvention salariale. Au lieu d'aller prendre un problème, nous préférons délaisser le problème. Concentrer sur ceux que... Est-ce qu'il y a des bénévoles qui vous aident, qui pourraient... C'est grâce à bénévoles que nous faisons parce qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants aussi. Quand ils sont pointés, ils sont venus chez nous. Pendant que nous recherchons de les aider dans l'intégration, à trouver un emploi. Et eux, ils ont offert leurs services en bénévole aussi.
Et c'est des personnes qui sont venues avec beaucoup de talent, beaucoup de bagages et qui sont vraiment professionnels, même quand ils ne sont pas encore prendre des formations pour s'adapter ici, mais leur service en vaut beaucoup de l'argent pour nous. C'est grâce aux bénévoles. Même le camp d'été là, que nous réalisons, c'est grâce aux bénévoles qui gèrent ça. Des bénévoles qui gèrent le camp d'été. Oui. Pour l'animation aussi? Non, pour l'animation, nous engageons des personnes qui sont là. Plus encore, nous avons 2 emplois d'été, des jeunes en emploi d'été aussi, que nous engageons. Et le programme d'aide à domicile, l'assistance aînée, qu'est-ce que vous faites exactement? C'est bien. Comment nous avons pris l'initiative de lancer dans ce programme? C'est à chaque fois nos députés de comté reçoivent des citoyens pour faire des demandes de services. Et nous avons pris la peine d'aller chez ces personnes-là pour apporter des nourritures. En arrivant chez ces personnes, nous constatons des problèmes majeurs, des problèmes vraiment que cette personne qui vit en appartement seule ne peut pas vraiment répondre à ses besoins directs, que nous aidons ces personnes. Puis j'ai dit, pourquoi nous ne faisons pas un programme pour aller supporter ces gens de personnes qui sont coincées dans les appartements toutes seules, qui n'ont pas de personne pour les aider. C'est là que nous avions pris l'initiative et heureusement, nous avions le comité sectoriel de main-d'œuvre en économie sociale qui accepte de notre proposition pour collaborer avec nous, pour former des compagnons et pour nous donner des outils pour les préposés. Pour former des préposés d'aide à domicile. Quelles sortes de difficultés vous avez constatées? Qu'est-ce que vous avez constaté? Je laisse à Matt. La première personne, notre prototype que nous avons vu, c'est une madame que le bureau du député nous a référé pour aider dans la nourriture, puis arriver chez elle. C'est une madame qui est aveugle, puis elle n'a personne dans la maison avec elle. Elle s'est fait brûler tous ses droits en essayant de cuisiner. Et la maison était toute sale. Puis donc là, on a vu que madame n'a pas seulement un besoin de nourriture, elle a besoin d'autres services. Puis sa propre sécurité est en jeu aussi. Exactement. Puis on a engagé des bénévoles. Moi puis Christman, on est allé, on a fait le ménage, on a organisé la maison pour madame, puis on a cuisiné pour elle. Donc là, on disait, il n'y a pas que cette madame qui est dans cette situation. Un peu dans le même esprit, si elle existe, il doit y en avoir d'autres. Il y en a avoir d'autres. Nous avons retrouvé plusieurs on a continué notre service, puis avant, on fait la livraison de la nourriture chez des gens, mais on arrive, on dépose ça devant la porte. Mais après, on ne fait plus ça. On arrive, on livre la nourriture, mais on essaye de prendre une dizaine de minutes pour parler avec la personne, de socialiser avec, puis montrer à la personne qu'elle n'est pas toute seule. Ouais, donc c'est là la personne se sent un peu lâchée pour parler de sa situation, de ses besoins, puis c'est comme ça on a vu qu'il y a plein de problèmes dans la ville, puis c'est comme ça que Christman a pris l'initiative et rentré en contact avec Emploi Québec puis comité sectoriel pour monter ce programme. On fait une courte pause et on revient pour un dernier bloc ensemble. Christman Joseph et Marc Gemsley. Merci. Chantal Doré, au micro des Héros Anonymes. Nous sommes de retour avec nos invités en studio, Christman Joseph et Marc Gemsley de l'organisme Césuma. Et je pense pas vous avoir demandé qu'est-ce que signifie Césuma. Est-ce que c'est un acronyme ou c'est... Oui, c'est un acronyme. Alors, Césuma, ça veut dire Centre de support médical et d'assistance sociale. Ah ben là, quand j'entends ça, centre de support médical, là je me dis, OK, il reste qu'on est au Québec dans un système médical très organisé. On a parlé un petit peu tout à l'heure de toutes les règles et autres.
comment vous composez avec le volet médical de votre organisme? Oui. Alors, pour le Centre de support médical et d'assistance sociale, bien entendu, a pris naissance en Haïti avant d'arriver au Québec. Mais une chance pour moi, alors quand nous sommes arrivés au Québec pour enregistrer l'organisme de bienfaisance Césumas, il n'y avait pas d'autres organismes qui ont le même nom, alors nous avons gardé le même nom. Mais pour le centre, pour le support médical, pour l'aspect médical, en Haïti, nous faisons des santé de proximité. Mais pour ici au Québec, personne n'a pas besoin de santé de proximité, mais... Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'on n'a pas besoin de médecin de famille? Non, je ne sais pas ça, mais la façon que nous travaillons, il y a une vraiment structure correcte pour ici. Oui. Mais vous avez adapté la structure. Voilà. Oui. Mais par contre, nous travaillons dans le cadre de référence. Nous référons des personnes en soutien psychologique, c'est toujours la santé. Alors, on oriente les personnes, accompagner les personnes pour aller à l'hôpital. Quand les nouveaux arrivants sont arrivés, ils ont des malaises parce que dans notre équipe, nous avons des médecins, infirmières, tout ça, qui sont vraiment des personnes qui sont capables de voir des signes. Mais alors, quand la personne manifeste des signes, on est là pour référer la personne et encourager la personne d'aller voir un médecin. Mais quand vous dites dans notre équipe, on a des médecins. Oui, nous avons beaucoup d'infirmières. Expliquons-nous un petit peu, mais c'est quoi le lien que vous faites avec le système de santé puis qui sont à la fois dans votre équipe? Non, c'est parce que je vais expliquer que nous avons des personnes dans notre équipe qui ont de capacité de voir les signes quand la personne manifeste des signes qui ne sont pas normales pour dire à la personne, allez chez un médecin, ne restez pas là. C'est comme dans notre éducation populaire. Nous continuons avec une éducation pour aider les gens à aller à l'hôpital tout de suite si vous avez quelque chose. Mais vous ne posez pas d'acte médical. Mais non. Seulement orientation, accompagnement. Parfait. Donc, on est conforme. Oui. Mais ça reste complexe parce que, tu sais, dans les dossiers d'immigration, on le sait, dans l'immigration de tout type de communauté, il y a des gens qui arrivent ici, qui sont formés, qui sont des docteurs, des infirmières qui ne peuvent pas poser d'actes médicaux alors qu'ils auraient les compétences, mais qui ne sont pas reconnus par notre système de santé. C'est ça. Ça doit être dur pour vous de voir ça. Mais par contre, parmi ceux qui sont dans notre équipe, qui sont arrivés en tant que médecins spécialistes dans leur pays, en arrivant ici, ils ne peuvent pas vraiment, non seulement de toucher personne ou travailler dans ces domaines, ils sont allés prendre des formations en soins infirmiers aussi. Ils ont adapté. Pour régulariser. Oui. Alors, nous faisons ça. Nous avons choisi soit un domaine similaire à la santé pour que nous puissions rester dans ce monde-là. C'est notre monde. et je vous écoute parler, Chrismène, Marc, et je peux pas m'empêcher de penser d'où vous vient ce grand cœur-là. Avez-vous des sources d'inspiration pour être ce que vous êtes? Je vais donner à Marc, mais tout d'abord, moi, je suis née comme ça parce que moi, j'ai grandi avec ma maman, une mère qui était comme moi. Ah oui. C'est elle qui m'a appris à commencer à prendre soin des personnes parce que quand j'avais 5 ans, j'étais dans l'école maternelle. Ma maman a offert ses services à l'école pour cuisiner pour tous les enfants bénévolement. Et c'est avec ma maman, l'établissement a pris l'initiative de créer un comité de parents pour cuisiner pour tous les parents. Chaque semaine, il y a 3 ou 4 parents qui vont cuisiner pour les enfants de l'école. Et ma mère m'a appris chaque dimanche de cuisiner, de préparer de nourriture pour aller devant les églises parce qu'en Haïti, il y a plusieurs églises qu'on trouvait des personnes en situation d'itinérance et de la pauvreté qui sont restés là pour trouver le pain quotidien. Et ma mère m'accompagnait pour apporter de nourriture à ces gens et malgré que j'étais petite, j'ai des choses à distribuer aussi. Alors, j'ai grandi comme ça avec ma mère. J'ai dit, quand je serai grand, je vais continuer à faire ce que ma mère m'a appris.
Et c'est là, quand j'avais 19 ans, il y avait des organismes dans la communauté qui font des distributions de nourriture. Je suis toujours allée faire du bénévolat et j'ai commencé à réfléchir parce que je suis allée à l'école maintenant. J'ai fait des fréquentations et puis j'ai commencé à faire des études pour réfléchir pourquoi il y a cette différence. Pourquoi il y a un groupe de personnes qui sont toujours dans la pauvreté, ils ont besoin de quelqu'un pour penser pour eux. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de travail ou pourquoi? C'est à la recherche de réponses à ma question et j'ai continué à aider la façon que je peux et ma mère aussi m'accompagnait. Là, je trouve ma chance pour se lancer dans un organisme international qui pourrait m'aider vraiment à faire mes études plus approfondies malgré que j'avais d'autres formations, mais grâce à la mission internationale en Haïti, Miss VOA à ONU, ça m'a aidé aussi à orienter mon horizon pour trouver de bonnes éducations, bonne orientation. Et là, j'ai pris zèle pour continuer à faire ma mission. Mais mon inspiration, c'est ma mère. Est-ce que je peux vous demander si vous êtes maman à votre tour? Oui. Oui? Je suis maman de beaucoup d'enfants. Et j'imagine qu'ils sont éduqués dans cette même pensée. Oui, j'ai donné naissance à 6 enfants et nous avons 9 enfants adoptifs. Wow! Parmi mes 6... En plus des 6? Oui. Parmi mes 6 enfants biologiques, j'ai la deuxième qui a son organisme communautaire aussi à Boussa. Ah oui? Elle a créé un centre pour les femmes en difficulté et une banque alimentaire. Ah ben il faut la recevoir. Oui. Et puis, j'ai la deuxième aussi, elle a créé, parce qu'elle a dit, elle a beaucoup d'amour pour les aînés. Elle a fondé un centre et un RPA pour prendre soin des aînés aussi. Et puis, c'est comme un héritage qui s'est distribué à tous mes enfants. La troisième m'a dit, maman, pourquoi nous ne faisons pas un centre pour les jeunes mamans qui n'ont pas d'expérience pour les aider. Alors, chaque enfant m'a donné leur version. J'ai vu que tous mes enfants, c'est des enfants qui sont inspirés pour la même chose, pour continuer la mission. C'est extraordinaire de vous entendre. Marc, des inspirations similaires de votre côté? Oui, moi, c'est encore ma mère aussi. Ouais. Donc, ma mère, elle avait 4 enfants, mais à la maison, on était 9. Donc, il y avait 5 autres de ses sœurs, d'autres personnes qu'elle ne connaît même pas, qu'elle prend pour aider. Donc, aujourd'hui, c'est comme, j'ai une grande famille par rapport à ces personnes que ma mère avait aidées. Donc, puis mon père aussi, il travaillait, mais il était camionneur. Mais dans son travail, il a aidé beaucoup des jeunes à atteindre leurs objectifs parce que il transportait de la nourriture pour ces gens qui étudiaient dans d'autres villes du pays. Puis là, moi, ça revient à nous. C'est comme une obligation de s'entraider. Moi, j'ai commencé à aider des jeunes à intégrer les lycées en Haïti parce que c'était très difficile pour un jeune qui vient d'une province éloignée pour intégrer un lycée dans la capitale. Donc, moi, des fois, j'ai marché, puis j'entendais « Monsieur Mac ». Puis, je vois un grand garçon qui vient me remercier pour ce que j'avais fait pour lui, parce qu'il a terminé avec ses études aujourd'hui. Ah, félicitations. Donc, ça, on avait commencé ce travail-là depuis notre plus jeune âge. Puis, aujourd'hui, je pense qu'on peut pas se lâcher. Donc, on doit se tenir pour continuer. Donc, ça, c'est une vie. On prend plaisir là-dedans. C'était merveilleux de vous avoir à l'antenne avec nous. J'espère vraiment que vous allez inspirer des gens à s'impliquer, à s'engager bénévolement. Et on souhaite que les gens qui ont été attentifs et émus par votre cause, qui ont envie de contribuer pour vos différents cris du cœur, on voit à quel point vous êtes présents dans le cœur des gens, sur le plancher, dans des œuvres très, très concrètes. On les réfère à Césuma, le site Internet? Oui, il y a un numéro de téléphone. Il y a un site Internet. Donc, téléphone, c'est 514-652-4507. Césuma, c'est ouvert du lundi au dimanche. Donc,
nous n'avons pas d'heure de fermeture. Excellent. Donc, Nous, malheureusement, on a une heure de fermeture pour l'émission. Oui, et puis pour fermer tous les organismes, parce que nous avons notre plateforme pour aider les autres organismes qui voudraient prendre notre expertise ou prendre des exemples, comment nous avons structuré notre organisme, nous avons organisé notre plateforme d'échange avec d'autres organismes. Si d'autres organismes communautaires voulaient vraiment nous contacter, alors excellent. Le mot est passé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est une belle émission que nous offrons aujourd'hui grâce à Catherine Bourderon à la recherche, Mathieu Tessier, régie technique, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique, et moi, Chantal Doré, au micro. Merci d'avoir été à l'antenne, et si vous avez envie de nous aider, faites connaître l'émission. À chaque semaine, on vous présente des héros anonymes, et vous allez voir que si on se met tous ensemble, on peut faire la différence. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci, au revoir. Chantal. Merci.